Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de l'analyse de données IoT à portée de Synapse. Alors, je vais vous présenter un petit peu Synapse, mais je vous encourage à rester après mon talk, puisque ma collègue Oda va vous présenter Synapse de manière bien plus détaillée que moi. Donc, je m'appelle Christopher Maneux, je suis Cloud Advocate chez Microsoft, notamment en charge de l'IoT. Et je vous prie de m'excuser pour les bruits de marteau que vous entendez. C'est le troisième chantier que j'ai dans mon immeuble, les joies du télétravail. Alors, avant de vous montrer une petite démo sur Synapse, je voulais faire juste une brève introduction sur qu'est-ce que le big data et pourquoi, quand on parle d'IoT, on a finalement besoin d'outils un petit peu spécifiques pour analyser ces données-là. En préambule, il faut savoir que quand on déploie un projet IoT, vous vous en doutez, ça coûte de l'argent. Il faut déployer des devices, il faut déployer du réseau, de la connectique, etc. Et que la valeur, en fait, que l'on tire de ce déploiement IoT, c'est pas forcément de savoir qu'on n'a plus de lait dans son frigo ou que son lave-vaisselle a fini de tourner, mais c'est sur toute la donnée qui est créée et tout ce qu'on va pouvoir extraire de cette donnée-là. La grosse valeur de l'IoT, en fait, elle est finalement dans la donnée. Donc si vous, en tant que dev, vous travaillez sur un projet IoT, c'est important d'avoir ce volet données. Alors, le big data, on le définit souvent par trois termes qui sont volume, la quantité de données à traiter, variété, le fait que la donnée, elle n'est pas structurée comme on pourrait l'avoir dans une base SQL avec des tables, des colonnes, etc., mais qu'elle est soit moyennement structurée, avec par exemple du JSON, ou absolument pas structurée, comme des images qui viennent de caméras de surveillance, et la vélocité, qui est la fréquence à laquelle la donnée est créée. À pas confondre avec le volume, on pourra avoir un gros volume de données qui est généré en très peu de temps, mais on le génère une fois par mois, et la vélocité, on en génère très fréquemment. Alors ça vous parle peut-être pas big data quand je vous parle de ces trois termes. Donc je voulais vous montrer un exemple qui est probablement le plus gros projet big data du monde, j'oserais même dire de l'univers, et qui est un peu aussi un projet IoT. C'est le Square Array Telescope. C'est un réseau de radiotélescopes qui est en train d'être déployé en ce moment en Afrique du Sud et en Australie, et qui sera l'élément le plus sensible pour l'observation du cosmos. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé à Arecibo, on en aura grandement besoin. Et en fait, c'est un énorme projet Big Data. Quelques chiffres, 500 Tera de données analysées par jour, mais ça, ce sont des données raffinées. Ces données, elles sont sous la forme de signaux radio et d'images. Mais en réalité, ces données-là, elles proviennent de 700 Tera de données qui sont collectées par ce réseau de milliers de télescopes par seconde. 700 Tera par seconde, ça commence. Il va falloir faire du Netflix pour arriver à ce résultat-là. Hein. Et l'autre problématique qu'a ce projet-là, c'est qu'ils vont devoir stocker 600 pétas de données par an pour pouvoir faire des analyses sur le long terme. Et en fait, si on regarde ce projet, on retrouve les trois caractéristiques d'un projet Big Data, à savoir la volumétrie, la variété et la vélocité. Alors, les données télescopiques, peut-être qu'on peut imaginer un petit peu ce que c'est ces signaux-là. Si on revient dans les données IoT, ce qu'on observe en fait, c'est que beaucoup de composants IoT nous envoient des documents JSON, mais qui sont pas forcément unifiés entre les périphériques. On pourrait avoir trois capteurs qui captent la température, mais qui envoient un JSON différent. Ensuite, on a la métadonnée. Quand on communique avec un objet IoT vu du cloud, on sait quel est l'objet qui nous parle, et donc on peut avoir des informations associées à cet objet, par exemple où il est installé. Et à partir de ces informations-là, on peut déduire d'autres métadonnées. Par exemple, si j'ai la date et la position GPS, je vais pouvoir aller probablement deviner la météo qui faisait à cet endroit-là. Et puis enfin, comme je vous l'ai dit, on a des données non structurées qui proviennent de l'IoT, dans laquelle il va falloir faire une analyse beaucoup plus poussée pour en tirer des données. Et alors justement, quand on est développeur IoT, qu'on s'y connaît pas trop en data ou en big data, comment on peut finalement analyser ces données IoT, ne serait-ce qu'en mode développement, quand on a besoin de débugger des choses, pour voir si tout se passe bien sur notre plateforme. Eh bien, un des outils qui vient d'arriver dans la sphère Azure, qui s'appelle Synapse, qui est un outil, une plateforme d'analytics, peut nous aider, même si vous allez voir, on s'y connaît pas beaucoup en big data. Alors, je vous propose de passer directement à la démo. Hop là. Alors, pour vous expliquer un petit peu mon setup,
j'ai tout d'abord un IoT Hub, Azure IoT Hub. Donc en fait, ça, c'est une passerelle qui va permettre de créer la communication entre tous vos devices IoT et ce qui reste dans le cloud et vos applicatifs métiers, vos bases de données, etc. Et donc, sans rentrer dans les détails de ce qu'est le IoT Hub, en fait, il y a une fonctionnalité qui me permet, dès qu'un message est envoyé par un objet IoT, eh bien d'aller venir le déposer dans un compte de stockage, plus exactement ici dans un data lake, mais c'est un service assez équivalent. Donc globalement, on va avoir toutes les infos qui arrivent de mes milliers d'objets IoT, puisque là sur cette plateforme j'ai des milliers d'objets IoT, et en fait tout ça va être stocké donc dans une hiérarchie de dossiers par année, mois, jour, heure, et ensuite on va avoir des centaines ou des milliers de fichiers qui chacun, si on les regarde, eh bien, vont contenir par ligne un fichier JSON avec les informations sur le device et puis tout à la fin le body, hein, donc c'est vraiment le message qui est vraiment envoyé par le device IoT. Donc là, on a le message semi-structuré et on a juste avant les métadonnées. Alors si en tant que dev, je vous demande d'analyser ça, vous allez probablement devoir créer un logiciel qui va d'abord parcourir tous les fichiers, puis prendre chacun des fichiers, lire les fichiers par ligne, faire un JSON convert pour récupérer le fichier, mais peut-être que le format de fichier a changé, ça veut dire qu'il va falloir faire détecter quel type de JSON, quelle version du document vous avez, faire des manipulations, etc. Bon, on voit vite qu'en 10 minutes, voire en 5 minutes, vous n'avez pas le temps de développer ça. Donc là, on va passer sur Synapse. Donc j'ai créé en fait une ressource, un workspace Synapse dans ma souscription Azure, et ensuite tout se passe dans un portail qui est dédié à Synapse. Alors l'une des choses que j'ai faites, c'est que j'ai lié mon workspace Synapse à mon compte de stockage, ce qui fait que je peux explorer mon compte de stockage de la même manière que je peux le faire dans le portail Azure ou dans Storage Explorer. Par contre, si je viens sur un fichier ici, que je fais clic droit, là, je peux faire des choses intéressantes. Par exemple, nouveau script SQL, sélectionner les 100 premières lignes. Et là, hop, je vais retirer celle-là. Si j'exécute cette requête, alors ça prend un petit peu de temps. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais là, je commence à avoir un truc intéressant, puisque là, déjà, aller lire tous les fichiers qui sont dans tous les répertoires et me sortir une ligne par ligne de tous mes fichiers, c'est déjà fait, en fait. Et puis, avec une toute petite commande, alors je l'ai fait ici, vous voyez, avec le JSON value, qui est un ordre SQL dans Synapse, eh bien, je vais pouvoir aller parser tous mes fichiers JSON de tous mes dossiers vous voyez là en 4 secondes ça a listé, et là je vois bien la température, le device IT qui est parsé. Donc c'est une des manières d'utiliser Synapse, c'est de pouvoir en fait utiliser du SQL pour pouvoir requêter des fichiers qui sont comme ça stockés à plat sur un data lake. Et bon, du SQL, quand on est développeur, en général, on arrive à se débrouiller un petit peu avec du SQL. Et puis après, il y a des choses très intéressantes dans Synapse. Par exemple, là, je peux charter en fait la température de l'ensemble de mes devices. Mais si j'essaie de faire un truc un petit peu plus intelligent, par exemple, ici, je vais prendre tout mon historique de données. Donc c'est 2 mois, en l'occurrence sur ce projet, c'est 2 mois de données que j'ai de stocker. Et si j'exécute cette requête, ça va me faire un average, une moyenne de la température par device. Si vous avez fait un peu de SQL, average, group by, bon, il n'y a rien de particulier. Et pourtant là, je suis en train de faire du big data et de lire plus d'1 million d'événements et de faire la somme, en fait, la moyenne par device de plus d'1 million d'événements. Et puis là, je vois que j'ai quelques devices à 14 degrés, 13 degrés, qui sont bien au-delà de finalement ce que je devrais avoir si, par exemple, je mesure des frigos. Là, on se dit qu'il y a quelques problèmes avec certains frigos. Alors, Synapse, ça permet de faire beaucoup plus de choses, et je pense que ma collègue Oda va rentrer dans le détail. Mais par exemple, vous pouvez créer des notebooks. Si vous êtes développeur .NET ou Scala, bien vous pouvez écrire du code qui va venir parser ça. Et puis Synapse, c'est aussi tout un environnement qui vous permet d'intégrer des données venant d'ailleurs.
On a souvent ce problème dans l'IoT, c'est qu'on a juste l'ID du device, mais pour savoir chez quel client il est installé, depuis quand il est installé, etc., ça c'est dans une base SQL traditionnelle. Eh bien, c'est des choses que vous pouvez importer facilement dans Synapse et vous pouvez joindre, agréger ces données-là pour avoir une analyse qui est plus pertinente. Vous pouvez faire aussi du machine learning. Et puis, si vous êtes dev comme moi, eh bien, tout ça, on pourrait faire une intégration continue et donc avoir votre partie d'analyse de données dans une intégration continue. Juste avant de finir, je voulais juste vous montrer un petit truc, parce que le point c'est combien ça coûte tout ça. En fait, il y a deux modes. Il y a un mode serverless, et ça c'est celui que j'ai utilisé ici. Ça veut dire qu'en fait j'ai un cluster en fait de big data qui est prêt à être utilisé, mais je ne vais le payer que à la quantité de données que je vais lire dans le storage account. Donc si moi je suis dev d'un projet IoT, juste pour aller lire de temps en temps, vérifier quelques requêtes une fois par mois, c'est super. Et puis si vous l'utilisez de manière plus conséquente, là on pourra avoir un pool dédié pour ça. Alors c'était une intro un peu rapide. Si vous voulez expérimenter ça, je vous conseille d'aller lire d'aller sur Microsoft Learn pour travailler là-dessus. Je vais vous copier-coller les liens juste après. Et puis si vous voulez voir un petit peu plus concrètement comment tout ça se passe et comment on peut intégrer des données IoT à votre système de big data existant, je vous invite à voir une présentation que j'ai faite en anglais sur ce lien-là. Et voilà, Olivier, je pense que j'ai fini. Oui, merci à l'image open source que j'ai trouvée sur une plage.